Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous en ce 24 décembre jusqu'à midi, nous commentons l'année 2019 avec vous, avec les débatteurs fidèles qui sont là aujourd'hui pour nous dire ce qui les a marqués cette année. Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. On ne peut pas faire une bonne émission de fin d'année sans avoir un sondeur avec nous. Merci Dominique de Montvalon, journaliste politique, bonjour. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, bonjour. Bonjour. Et Jean-Luc Touly, président du FRIC, le Front républicain d'intervention contre la corruption. Bonjour. Et je précise que vous avez déposé une plainte contre Jean-Paul Delevoye. Plainte pour conflit d'intérêts principalement, et on a aussi rajouté quelque chose vis-à-vis du président de la République, puisqu'il avait exprimé le fait qu'il acceptait sa démission avec regret. Et nous, on considère que l'article 5 de la Constitution l'oblige, lorsqu'il a connaissance d'un certain nombre de choses, de prendre des décisions. Il n'en avait pas prise, donc on a rajouté ce fait-là. Bon, voilà. on va le suivre, on va suivre ça avec intérêt. Frédéric Dabi, on va peut-être commencer avec vous, peut-être en parlant des personnalités de ceux qui ont marqué cette année et des différents baromètres que vous avez pu faire, les personnalités les plus populaires, par exemple. Oui, je ne parlerai pas des personnalités qui sont en haut du classement. Ça peut bouger au cours de l'année, toujours Nicolas Hulot, Édouard Philippe, Jean-Yves Le Drian, Ségolène Royal ou Martine Aubry. Je parlerai d'une personnalité qui a été un des héros de l'élection présidentielle et qui, pour paraphraser un film de Jacques Audiard, n'en finit pas de tomber. Regarde les hommes tombés. C'est Jean-Luc Mélenchon. Oui. Il a connu une fin d'année 2018 très compliquée avec cette perquisition qui a détruit son image auprès des Français, sa présidentialité, sa capacité à être proche des Français. Et de ce point de vue-là, 2019 est, à mes yeux pour lui, une annus horribilis, où il a perdu toute crédibilité. Il a perdu le leadership à gauche, on l'a vu aux élections européennes avec ce modeste 6% pour la France insoumise au profit d'Europe Écologie Les Verts. Et puis cette fin d'année a été, si je puis dire, on est allé le Caribe en Scylla, cette participation à cette marche controversée du 10 novembre à l'appel de beaucoup d'organisations indigénistes ou islamistes, celui qui avait pourtant fait l'éloge funèbre de Charb et qui était connu pour son attachement viscéral à la laïcité. Et puis encore récemment, c'était il y a une dizaine de jours, ces propos absolument hallucinants sur l'explication de la défaite de Corbyn, du fait du Likoud, du fait du grand rabbin d'Angleterre, ses oukases et ses critiques vis-à-vis du CRIF. Très clairement, Jean-Luc Mélenchon a perdu sa boussole, il a perdu sa cohérence interne et les Français le lui font payer. C'est la personnalité qui a le plus chuté sur les 12 derniers mois dans le baromètre IFOP fiducial pour Match et Sud Radio. Oui, avec un score, vous l'avez dit, aux européennes qui était 6,2%. Qui était vraiment pas très très bon. Un mot peut-être sur Jean-Luc Mélenchon, Alexis Poulain. Oui, vous partagez cet avis? Oui, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de haies et de rendez-vous manqués et de prises de position qui posent question. La marche contre l'islamophobie. Alors, il y a une cohérence derrière, c'est l'antiracisme, c'est l'humanisme, c'est ce qu'on veut, c'est tout le monde est égal. D'ailleurs, il s'est expliqué, il y a eu une interview dans Libé il y a une semaine ou deux, mais c'est pas clair, effectivement, quelle est la feuille de route, la suite en fait pour la France insoumise, parce qu'on parle de Jean-Luc Mélenchon, mais il y a là aussi la question de la France insoumise. Ce mouvement qui avait réussi, mais des œillades aux militants du Rassemblement National qui sont les bienvenus dans les cortèges. Encore une fois, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il s'était expliqué en disant que c'était une blague justement pour piquer un peu au vif le fait que Madame Le Pen n'était pas très habituée des manifestations. Non, c'est sûr que ça pose beaucoup de questions. On va voir. C'est quelqu'un qui est beaucoup surpris par le passé, qui peut encore le faire en 2020. Oui, Dominique de Montvalon. Il a commencé à trébucher aux yeux des Français avec la façon dont il a réagi à la perquisition dans ses locaux. C'est ça qui a été filmé, passé, repassé, etc., dans son raison. Et il y a un malaise qui s'est emparé de beaucoup. Quoi que l'on pense de Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce qui lui arrive? On le connaissait comme une force de la République et comme une force républicaine de la République. Et aujourd'hui, il est ailleurs. Je préfère encore laisser le doute sur la définition de cet ailleurs, mais ça commence à devenir extrêmement troublant. C'est inquiétant. Je me demande si le ressort d'un
d'un Mélenchon qui a perdu sa boussole, effectivement, qui n'est plus qui ne met plus ses pas dans ses propres pas, mais dans ceux d'autres. C'est pas la crainte angoissée qu'il a de la concurrence interne d'une aile de France Insoumise qui se situe effectivement, cette fois sans surprise et depuis toujours, totalement ailleurs. Ouais. Moi, je pense que ça date de sa non-qualification pour le deuxième tour, parce que depuis ce moment-là, c'est une chute. D'abord, il y a beaucoup de personnes autour de lui qui sont parties, et dans ceux qui restent, que je connais un peu, parce que j'étais conseiller régional, donc ils étaient aussi conseillers régionaux, je ne comprends pas, parce qu'il y a un niveau quand même intellectuel de ces personnes-là, qu'on partage ou pas leurs opinions, pourquoi il n'y en a pas un qui lui dit « mais ça suffit, quoi ». Et que quelque part, il y a peut-être des personnes de qualité de lui dire, qui pourraient le remplacer. Beaucoup l'ont dit, mais ils ont été contraints de partir parce qu'ils n'ont pas été écoutés. Mais la République a besoin d'un Mélenchon mélenchoniste. Aujourd'hui, il est ailleurs. Mais est-ce qu'au sein de la France insoumise, ce malaise est perceptible? Est-ce que il y a eu Adrien Quatennens, oui, mais est-ce qu'Adrien Quatennens, est-ce que ces gens ils sont tous dans la, si je puis dire, dans la ligne Mélenchon. Alors, on avait vu sur des questions laïque, deux lignes coexistaient, celle d'Alexis Corbière versus une ligne, il faut le dire, indigéniste avec Madame Danielle Obono. Là, on voit très bien que Jean-Luc Mélenchon a choisi une ligne en participant à cette manifestation contre l'islamophobie, qui a, il faut le dire, choqué énormément de Français, qu'on ait scandé au Akbar à 200 mètres du Bataclan, à presque 5 ans de l'anniversaire de la tuerie de Charlie Hebdo. Ce n'est pas anodin. C'est vrai qu'on peut voir une stratégie cachée qui serait séduire une part de marché électorale constituée de Français d'origine, de religion ou de confession de culture musulmane. C'est ce qu'a fait aussi Corbyn en Grande-Bretagne, et on a vu comment ça s'est terminé. En tout cas, du point de vue de la dynamique, du point de vue de la cohérence, du point de vue de l'image personnelle et de la crédibilité, Jean-Luc Mélenchon s'est perdu pour les Français. Il n'y a pas que la France insoumise, parce que quand on voit Europe Écologie Les Verts, où Yannick Jadot n'était pas présent a priori dans la manifestation, et que Julien Bayou a été élu, c'est pareil, là aussi il y a des lignes totalement presque contradictoires, puisque Yannick Jadot apparemment voudrait faire une grande alliance peut-être avec des gens de droite, pourquoi pas à la limite, mais c'est pas partagé par la majorité des militants d'Europe Écologie, même s'ils sont pas très nombreux. Enfin, il n'y a, a pas les mêmes non, il n'y a pas les mêmes choses. Déviances, si j'ai envie de dire, ou les mêmes. Nadja Vallaud-Belkacem pensait à revenir. Non, j'y relisais un petit peu. Change complètement la donne, il est fait bon de citer son nom. Mais oui. Alexis Poulain. Dans le désert des Tartares, elle peut peser. Quand on voit les personnalités préférées des Français, pour reprendre votre baromètre, vous dites que ça bouge assez peu. Nicolas Hulot tient la tête, ce qui est toujours assez étonnant selon moi. Martine Aubry, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, François Baroin. Ségolène Royal Bien sûr, auprès des sympathisants de gauche. Mais je pense que je ne serai pas démenti par Frédéric. Ceux qui sont en tête de la popularité, ce sont des grands anciens qui ont la caractéristique de n'avoir jamais affronté le suffrage universel ou de ne plus avoir à l'affronter. Je vais prendre... À part Nicolas Sarkozy. Il y a Nicolas Sarkozy. Non, mais désormais. Mais le cas typique, je ne sais pas s'il est dans la liste encore aujourd'hui, c'était Jacques Lang. Non, il n'est plus. Mais je prends quelqu'un de hautement estimable qui a été dans tes enquêtes pendant des années en tête, c'était Simone Veil. Elle était une figure. Non, je me trompe pas. Mais tout à fait. Elle était une figure, mais ça se situe ailleurs que dans le combat politique. Puisque nous sommes en fin d'année, profitons pour faire un petit peu de pédagogie. La question du baromètre fiducial pour Match et Sud Radio, c'est pas une question de potentiel électoral, c'est pas une question d'autre, c'est une question de bonne ou de mauvaise opinion. En gros, est-ce qu'ils sont sympas? C'est pas non plus être sympa, c'est bonne ou mauvaise opinion, ou bien est-ce que je connais cette personnalité suffisamment? Donc c'est avec les personnalités historiques dans le champ politique bénéficient d'une prime en notoriété, sachant que chez des ministres, à l'exception des ministres qui appartiennent, si je puis dire, à l'ancien monde, Jean-Yves Le Drian, Bruno Le Maire, Édouard Philippe, tous pâtissent d'un niveau de notoriété relativement faible. Et ceux qui sont connus ont une popularité parfois de papier. C'est-à-dire Nicolas Hulot, on sait très bien qu'il n'a jamais affronté, et pour cause de suffrage universel, c'est une popularité une cote de sympathie, et non pas qui récompense une action. Quand il était ministre et quand on travaillait
à l'IFOP, pour le JDD, par exemple, sur l'action de Nicolas Hulot, les Français étaient extrêmement sévères. Ouais. Maintenant, la popularité, Donc, c'est une ressource. Donc, pardon, cher Frédéric, à quoi ça sert? Eh ben, je vais vous répondre. Non, c'est une manière. Tout le monde n'accède pas. Tout le monde n'accède quand même pas à ce rang-là. Dans ce malgré moment tout. pédagogique que nous faisons, c'est Mais pas intéressant de voir la notoriété progresser. On l'a vu sur la longue durée, Gérald Darmanin, Marlène Schiappa, Jean-Michel Blanquer, et voir auprès des personnalités plus connues les dynamiques au sein des familles politiques. Nicolas Sarkozy reste une icône chez les sympathisants des Républicains. Par exemple, Anne Hidalgo, pourtant dans l'imaginaire impopulaire, a une cohérence, à la différence de la personnalité dont on parlait tout à l'heure, et une cote d'enfer chez les sympathisants de gauche. C'est une manière de voir l'état du pays du point de vue de la popularité, mais ce n'est bien sûr pas prédictif de telle ou telle élection. Bon, vous avez 19 sur 20 Juste, avec Merci. Vous êtes formidable. Juste dans les noms qui ont été, je oui. voulais dire que notre association et notre avocat est en train de voir en début de l'année prochaine de faire peut-être un dépôt de plainte contre Ségolène Royal sur le fait qu'elle a 100 000 euros de frais, etc., et qu'elle l'utilise non pas pour aller au pôle Nord et au pôle Sud, mais plutôt pour faire la promotion de son livre. Si, avec elle. Alors, c'est pas le cas le plus flagrant, mais quand même, les gens de ce niveau-là qui sont présentés à la présidence de la République et qui font ce genre d'erreur ou d'omission, ça devient quand même légion. Vous nous tiendrez au courant. On se retrouve dans un instant pour passer en revue cette année 2019. On va parler du voile, on va parler de François de Rugy et des affaires en général, de Donald Trump et du populisme. Bref, beaucoup de sujets à suivre. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous et avec Frédéric Dabi, Dominique de Montvalon et Alexis Poulain, on est ensemble sur Sud Radio avec vous jusqu'à midi pour passer l'année 2019. Pourquoi j'ai pas dit à Jean-Luc Touly? Oui, non, il a été écarté. Il avait peut-être commis un tout à l'heure. C'est l'attaque contre Ségolène Royal Voilà, que vous avez c'est vu, ça, Valérie. C'est très bien comme ça. Et Jean-Luc Touly, bien évidemment, qui nous annoncera des plaintes tout au long de l'émission. Non, là, c'est déjà, voilà, c'est déjà pas mal. Ouais. Alors Alexis Poulain, vous, ce qui a retenu votre attention cette année, c'est pas vraiment un fait politique? Alors non, mais comme on allait parler de politique et qu'il y a beaucoup de choses, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a eu de scientifique et de remarquable cette année? Et j'ai pensé à cette première photo d'un trou noir, qui est quelque chose d'assez exceptionnel, portée par une chercheuse en plus, jeune, qui a fait ses recherches pendant des années, qui a permis, avec la force de calcul de différents ordinateurs, d'arriver à cette photo, une première, puisqu'on avait des projections de ce que pouvait être un trou noir, mais là on a en fait l'image réelle. Est-ce que c'est ironique, le trou noir, la situation française, justement, et je voulais faire un parallèle avec ce qu'on vit, enfin, la futilité de tous ces débats politiques qu'on va avoir par rapport à l'immensité de l'univers et les secrets qui nous sont encore inatteignables, voilà. Bon, donc ça c'était votre... ça vous a tous ému aussi, ce trou noir? Non, c'est un choix inattendu, mais que je trouve très intéressant. Que vous partagez. Et, si je puis me permettre, bien en situation. Absolument, on peut faire des métaphores autour de cette découverte. On peut. C'est au premier et au second degré, voilà, visiblement, au minimum. Dominique, vous, on va parler un petit peu d'étrangers avec vous et de Donald Trump. Alors moi aussi, j'ai hésité, évidemment. J'ai choisi Trump parce que... alors, juste un tout petit souvenir, en 15 secondes, j'étais à l'époque chef du service politique au moment de la campagne électorale de Trump du JDD, et j'entendais dire, non pas par tout le monde, mais par des personnes qui étaient des spécialistes, un camarade qui était un spécialiste, etc., j'entendais dire, il ne sera pas élu, il ne sera sûrement pas élu, il ne sera évidemment pas élu, il est totalement exclu qu'il soit élu. Et 15 jours avant son élection, s'il y a une chose qui est certaine, pour le reste on ne savait pas, donc, c'est que jamais lui. Bon, il y a eu un peu pareil avec Boris Johnson, d'une certaine manière. Oui, c'était... Moins, mais il y a eu un bashing aussi. Ça m'a instruit sur la capacité de personnes de qualité à se tromper, mais ça c'est pas nouveau, je n'insisterai pas, mais aussi sur l'aveuglement sur l'état de ce qu'on pourrait appeler la gauche américaine, enfin la gauche élitiste américaine. Et puis, parlons quand même de Trump. Si je me permets de le suggérer aujourd'hui, c'est que il a des disciples. J'allais dire, il fait des petits. Non, il a des disciples aujourd'hui. Je ne sais pas si Trump a un avenir au-delà de son mandat actuel, mais ce qui est sûr, c'est que le Trumpisme a trouvé des héritiers. Et il incarne au fond une façon de bousculer totalement les structures et superstructures classiques des démocraties occidentales. On les court-circuite, mais ça marche. On l'a vu encore avec Boris Johnson, d'une certaine manière. Et il incarne aussi, à contrario, je l'ai dit à propos de la gauche américaine, mais alors là,
la crise identitaire de des social-démocraties européennes. Alors, revenons en Europe. Hein. Et c'est fascinant et inquiétant, à mes yeux, qu'elle n'ait pas une capacité à dire quelque chose de la situation que nous vivons et des trous noirs ou pas, des perspectives qui s'annoncent. Hein. C'est quand même globalement le grand vide. Je termine en disant que la tentative de certains, là je reste en Europe et même en France, de vouloir s'arrimer à la gauche radicale, comme s'il n'y avait pas de différence historique aujourd'hui, demain et après-demain, entre ce qu'ils ont porté, ce qu'ils portent virtuellement, et la gauche radicale, et gauche radicale est une expression même faible, c'est quand même, pour moi c'est angoissant pour nos équilibres politiques. On aurait besoin là aussi d'autres choses, et donc le trumpisme a été une réalité qui a été longtemps sous-estimée et mésestimée. Le trumpisme est aussi un révélateur chimique d'une situation politique qui a complètement bougé. Oui, avec une procédure d'impeachment qui va entacher quand même son mandat. Non, mais je l'ai pris sous un certain angle. Je ne suis pas à genoux devant la personnalité de Trump. Et je sais par ailleurs que on ne sait jamais. Il sera peut-être empêché d'être candidat. Il sera peut-être obligé de quitter la Maison-Blanche avant le terme. Mais en tout cas, il sera peut-être empêché. Il n'empêche que son élection et son mandat, même s'il devait être écourté, signifie quelque chose de ce que nous vivons, nous sommes amenés à vivre aujourd'hui en Europe. Partagez cette... complètement. Moi, Alexis Poulain. C'est un moment aussi c'est un personnage. Trump, il a créé sa carrière de businessman sur la marque Trump. Il a créé une marque. Et puis après, quand il se présente à l'élection, c'est d'abord une blague. Hein. C'est pour répondre à Obama qui s'était moqué de lui. Et puis ça marche. Et alors, certains s'en étaient pas rendus compte. Moi, un truc qui m'avait quand même fait tiquer, c'est quand le discours de Melania Trump, qui était un copier-coller d'un discours de Michelle Obama, avait fait beaucoup plus de vues sur les réseaux sociaux que l'original. Et là, on se dit, il y a un truc qui se passe quand même. Et c'est vraiment le président Twitter. Enfin, il est son époque, il vient de la télé-réalité, c'est le roi de Twitter, et peu importe ce qu'il va dire, il est tout le temps dans l'outrance, c'est-à-dire que Trump, pourquoi les médias l'adorent au début? Parce qu'on voit pas le truc venir, on pense que c'est une blague, donc on joue le jeu, hein, donc on dit c'est incroyable, et puis on se rend compte que non, finalement, parler de lui, même sur le ton de la blague, ça lui fait gagner des voix, et puis ça le crédibilise, et puis chaque jour, lui, il continue, il est dans cette logique Trump, qu'il a exportée d'ailleurs, hein. On se rappelle l'épisode Steve Bannon, qui est passé à la Maison-Blanche, qui a été remercié, mais qui est venu faire un tour d'Europe pour voir s'il pouvait aider Salvini en Italie, Marion Maréchal en France, etc. En disant, tiens, on a une recette, ça marche, essayez. Et ça a marché. Boris Johnson, ça a marché pour lui. C'est un bébé Trump aussi, d'une certaine façon. Et ce moment populiste de la politique, il ne faut pas le prendre à la légère. Il est important parce qu'il rebat les cartes, effectivement, dans la façon de faire campagne, dans la façon, finalement, de faire passer des idées. Et le dernier truc, moi, qui m'avait... là, on dit, c'est plus possible. Quand Trump tweet une photo de lui avec sur le corps de Rocky Balboa, ce boxeur incarné par Sylvester Stallone. Et lui, très sérieusement, en disant je serai fort face à l'impeachment, et il tweet ça. C'est juste, mais où on en est, quoi. Et ce spectacle-là... 11 000 tweets depuis le début de son mandat. Mais j'ajoute quand même une chose. Il y a tout ce que vous dites, j'adhère totalement votre analyse, mais c'est aussi quelqu'un qui agit pour désintégrer la construction européenne. On peut s'en réjouir ou pas, mais c'est un acteur très actif. Et puis, c'est quand même c'est l'homme des guerres commerciales. Enfin, ce sont nos alliés, nos chers amis américains. Nous leur devons beaucoup. Et nous sommes engagés dans un monde qui n'a rien à voir, désormais, parce qu'il a fait des petits, là aussi, qui n'a rien à voir avec ce que nous avons vécu, directement ou indirectement, pendant 70 ans. Frédéric Dabi sur Donald Trump. C'est intéressant d'un point de vue sondagier. Il a gagné l'élection présidentielle avec presque 3 millions de voix de moins qu'Hillary Clinton, mais c'est la question américaine, c'est la manière des scrutins de fonctionner. Et là, on entend des choses contradictoires. On dit qu'il a des sondages excellents. Oui et non. En termes de bonne, mauvaise opinion selon le Pew, il est un des présidents qui a le plus de mauvaises opinions depuis Jimmy Carter, mais il a un socle. Et il a une base qui tient extrêmement fortement. Et contrairement à l'Obama du deuxième mandat, contrairement à George Bush père du premier mandat, il garde ce socle, ce qui fait qu'il aborde sans doute l'élection présidentielle à venir en position de force. Quand même, les Américains ont conscience que sa présidence est, je dirais, iconoclaste. Il y a 2 dimensions sur lesquelles il est très mal noté par les Américains.
c'est l'image des États-Unis à l'étranger et les rayonnements culturels de leur pays, mais ce ne sont pas des leviers déterminants de vote. Ouais, Non. absolument. Ben moi, je ferai un petit parallèle Jean-Luc. avec non Jean-Luc pas Tully. comparer M. Macron à M. le président des États-Unis, mais on se retrouve devant une situation où je pense que beaucoup de Français pensent que Macron, il passera pas à les prochaines élections. Alors, je ne parle pas de Marine Le Pen, parce qu'effectivement, si c'était Marine Le Pen, il a plus de chances. Mais comme il n'y a pas d'alternative, et qu'il utilise lui aussi, à certains moments, des expressions qui pourraient être assimilées à du populisme aussi, bah, tout est possible, malgré l'impopularité, malgré les grèves, malgré le mouvement des Gilets jaunes. Au niveau de la popularité, même si ça n'a pas de rapport directement avec les intentions de vote, mais il est encore là. Ouais. Ah bah il a Bien un sûr qu'il est là. socle, Ah, et bien sûr, ouais, ouais. Il y a le il a un socle. socle extrêmement solide. Et Ouais. quand on compare Mm. 95 à 2019, je dis qu'on n'est pas sur un 95 bis, puisqu'en Ouais. 95, la popularité de Jacques Chirac et d'Alain Juppé s'était effondrée dès le début du mandat, alors que et donc 95, c'est l'aboutissement d'un mécontentement intense des Français qui commence dès le début du septennat pour des raisons diverses. Jacques Chirac ne peut pas tenir la promesse de la fracture sociale, il augmente la TVA de 2 points, etc. Alors que Emmanuel Macron garde un socle très solide de soutien et il braconne ou il arrive à capter un électeur de droite sur deux. C'est cette sainte alliance En Marche républicain qui fait passer beaucoup de réformes en France. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler des affaires. Il y en a eu pas mal cette année. C'est Jean-Luc Tully qui a choisi ce sujet. C'est pour essayer de faire baisser C'est peut-être la pas- popularité de M. Macron. Dans un instant. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, nous passons l'année 2019 en revue avec Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, Dominique de Montvalon, journaliste politique, Alexis Poulain, journaliste directeur de la publication du Monde Moderne et Jean-Luc Tully, président du FRIC, le Front républicain d'intervention contre la corruption. Alors parlons-en de la corruption, parlons des affaires. Alors peut-être corruption, je ne sais pas s'il y en a eu cette année, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, Jean-Luc Tully, vous vouliez revenir, vous, sur les différentes affaires dont on a entendu parler cette année, qui ont marqué cette année 2019. Il y a eu environ, si je ne me trompe pas, 16 démissions de ministres, dont 8 pour des raisons d'affaires, qui ne sont pas forcément jugées encore. Il y a des 11 mises en examen, il y a 6 enquêtes en cours, il y a 2 affaires classées. Enfin, tout ça au niveau du gouvernement ou des gens très proches du gouvernement, parce qu'il y a aussi l'affaire Thierry Solaire, Jean-Jacques Urvoas, Jean-Jacques Bridet, Damien Castelin, là, c'est à Lille. Il y a Alors aussi... après, il y a la présomption d'innocence. Il y a des gens qu'on met en cause et Oui, pour tout à l'instant, fait, qui n'ont tout à pas, fait. vous l'avez dit, qui n'ont pas été jugés. Mais il y a quand même 3 personnes qui ressortent. Je ne sais pas si c'est un sondage, mais alors il y a M. Delevoye, mais c'est tout à fait récent. Il y a M. de Rugy, on est évidemment à la veille du réveillon, on est à côté du réveillon de Noël, donc effectivement, il aime bien manger. Non, Mais il y a eu surtout- une intervention, je ne sais pas si on l'a le en homard. machine, La où il est langoustine. où il est revenu sur, je ne sais pas si on peut le réentendre, Ouais, où il parlait du homard. Oui, vous pouvez nous faire Bah, de vous Rugy. savez, la langoustine est beaucoup plus chère que le homard. Ah, on va le réécouter, écoutez. Les apparences ont joué contre moi. Il n'y aurait pas eu ces photos, des photos volées d'ailleurs, des photos volées dans l'intimité. Je ne serais pas une personnalité politique, ce serait très facile de faire condamner le média qui a utilisé cela. Si vous allez sur un marché en Bretagne, les langoustines coûtent beaucoup plus cher que le homard. Un certain nombre de poissons coûtent plus cher. Mais comme a dit quelqu'un en Bretagne, si vous aviez fait un titre en disant les langoustines, ça n'aurait pas eu le même impact. C'est un sketch. Ah oui, Non, c'est génial. un sketch. Non, les langoustines. Je ne comment- suis pas sûr qu'il y ait matière à des grandes envolées sur Non. le thème de la corruption s'étend, mais c'est Non. d'un ridicule C'est il absolument. il s'est c'est le extrêmement ridicule. mal défendu. Les frontières des ridicules sont clairement explosées. Parce qu'il a concrètement, par rapport à d'autres, pas fait grand-chose de Rugy. Tout à fait. Moi, celui Il que je... n'y a pas d'enquête judiciaire Il n'y a contre pas lui. d'enquête il y a judiciaire, les amis, là. absolument. Il a juste Il y a pris ça. seulement des des photos. maladresses. Absolument, il y a eu des maladresses, Une mais- symbolique qui. Ce qui est gênant, c'est que il a- c'est souvent des journalistes, justement, qui rendent public ce genre de choses qui sont avérées, pas avérées, en tout cas, Mais qui donc posent vous problème au voyez, niveau de je la... l'ai dit plusieurs Hein fois, dans l'affaire Ouais. Delevoye, c'est le Parisien, propriété de Monsieur Arnaud, qui a révélé les affaires de Jean-Paul mais Delevoye. c'est un cas sur c'est le plusieurs magazine. dizaines. Bon, Ouais, alors mais c'est peut-être capital. que... Bah oui, mais vous Non, pouvez mais pas dire qu'ils oui. sont pas indépendants. Ils le sont, et ça arrange pas forcément le gouvernement. Enfin, celui que je veux Ouais. viser en particulier pour cette fin d'année, c'est quand même celui qui a formé les nouveaux députés de La République En Marche.
qui a été député socialiste et qui a été directeur général des Mutuelles de Bretagne, et qui, pendant son mandat de député socialiste, changeait de commission avec un autre député socialiste du Nord au moment où on discutait des amendements sur les mutuelles. Je parle de Richard Ferrand, qui pour moi, alors lui, il est en procédure. Malheureusement, on n'a pas pu, nous, aller au bout, parce que malheureusement, on n'a pas les 5 ans d'existence nécessaires pour une association anticorruption, mais Anticor l'a fait. Et donc, ça va être jugé sur le tribunal de Lille, parce que le représentant d'Anticor était magistrat, et donc il y a une petite erreur de ce côté-là. Mais lui, franchement, avec les éléments qu'on a, et le lobbying qu'il jouait pendant qu'il était député socialiste pendant les 5 ans, alors lui, c'est vraiment l'exemple type, un peu comme M. Delevoye. Enfin, il y a un procès en cours, donc c'est compliqué de... Non, mais sur le plan quand même d'un minimum de morale, surtout que c'est M. Bayrou qui a fait ce projet de loi sur la moralisation de la vie politique, franchement, on peut choisir. Il y a quand même d'autres personnes, que ce soit la République En Marche ou d'autres partis, qui ont quand même un passé qui permet d'avoir un peu plus de certitude qu'un individu comme ça, qui a quand même, vu les faits, vu les faits, c'est vous qui les jugez, encore une fois. Non, je ne les juge pas. Il y a un juge. En tout cas, il y a un juge qui va être nommé, mais il y a quand même des faits quand même très graves. Oui, mais si je puis me permettre, là, je crois qu'on s'éloigne un peu du thème de l'émission, qui est le bilan politique de l'année. C'est vrai que le fait... Les affaires, ça en fait partie. C'est le bilan des affaires. Les affaires en font partie. Moi, ce qui me frappe toujours quand on interroge les Français sur ces affaires, ils peuvent être choqués. Jean-Paul Delevoye était très peu connu des Français. Quand même, il a une carrière politique très longue. Son premier mandat, c'est 1980, un mandat de conseiller général. Sur la réforme des retraites, c'est un acteur majeur pour notre écosystème, mais il a très peu imprimé. Quand on interroge les Français, il parle de réforme Macron, il parle de réforme Édouard Philippe, il ne parle jamais de Jean-Paul Delevoye. 40 ans de politique, maire, conseiller général, conseiller régional. Je vous parle de la perception des Français. Bien sûr que nous le connaissons, bien sûr qu'il est là depuis longtemps, il a été au CESE, il en a demandé d'ailleurs la disparition 15 jours après son départ. Enfin, on peut dire toute une série de choses. Moi, ce qui me frappe, c'est que les Français, malgré tout, sont très peu sur un discours du tous pourri. Ils sont plus sur un discours du tous impuissants à résoudre des problèmes des Français, impuissants à faire baisser le chômage, à améliorer. Il y a un peu le sentiment, il y a pas le sentiment du deux poids deux mesures. Vous ayez raison, mais je crois que quand même le sentiment qui ressort, c'est quand même il y a beaucoup de gens qui sont un peu pourris et qu'on s'étonne plus de rien. Alors c'est pas vrai. Laissez Frédéric terminer. Je vous en prie. Oui, on n'est pas dans un meeting, on est dans une discussion amicale. Ça commence à y ressembler. On n'est pas dans un meeting. Donc, bien sûr, ces affaires choquent. Elles choquent par la déconnexion. Quand M. Delevoye dit j'ai remboursé 140 000 euros, qui peut autour de cette table où nous ne sommes pas des gens d'issue de catégorie populaire rembourser comme ça, d'un coup d'un seul, 140 000 euros? Personne. Lorsqu'il n'a pas connaissance de ces différents salaires, lorsqu'il dit injure suprême, lorsqu'il dit oui, c'est ma femme, etc. En tout cas, ça donne une impression d'amateurisme, ça donne une impression de déconnexion avec la vie des gens comme nous, si je puis dire, la vie des Français, et c'est un point sur lequel Emmanuel Macron est fort et sévèrement jugé par les Français, à la différence d'Édouard Philippe. Maintenant, ce n'est pas le critère majeur d'évaluation de l'action des gouvernants par les Français. Non, sauf qu'il y a... De toute façon, moi je dirais, n'épiloguons pas davantage sur le cas de Delevoye, puisque la justice est saisie et qu'elle devra... elle sera fondée à sur le climat général, mieux que nous sur ici. Le climat général. Oui, alors justement, je voulais juste ajouter une remarque un peu contraire. Moi, ce qui me frappe, alors j'ai à l'ancienneté, c'est pas un titre de gloire, c'est un état, des questions d'état civil. Je trouve quand même que globalement, tout ce que vous avez dit, dont acte, on verra, mais globalement, les poursuites, la dénonciation plutôt des éléments qui pourraient relever à un titre ou à un autre, gravement ou légèrement, sans facilité aujourd'hui par rapport de la corruption, le fait que c'est insupportable pour l'opinion publique, que c'est repris. On a changé d'époque. Oui. On a changé d'époque. Alors vous alignez, j'ai rien à dire. Vous alignez, une ligne après l'autre, toute une série d'affaires, etc. Et je pense, en voyant ça, dont acte, on verra, mais je me dis, oh là là, si jamais vous aviez été à ce micro
il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans, mais il aurait fallu vous laisser la parole ou doubler le temps d'antenne. C'était plus caché quand même. C'était plus caché. Oui, c'est ce que je vous dis. C'était camouflé. C'était. Oui, on en parle maintenant. C'était pas que c'était plus caché. Il y avait une complaisance générale du haut en bas de la société qui faisait qu'effectivement c'était caché. On passons à autre chose, passons aux choses sérieuses, etc. Donc, quand vous dites... Non, pardon, je m'exprime confusément, mais ça me tient à cœur. C'est pour dire que quand vous dites quand vous alignez toutes ces affaires, oui, mais on est quand même dans le mieux. Insuffisamment, mais on est dans le mieux. Grâce aux journalistes qui révèlent. Mais grâce aux journalistes, c'est pas une histoire de Macron ni quoi que ce soit. On a changé de monde. Ce n'est plus toléré, ce n'est plus tolérable. Mais malgré ça, ça continue. C'est ça qui est étonnant. C'est la nature humaine, camarade. Vous dites ce n'est plus toléré, ce n'est plus tolérable, sauf que dans l'affaire Delevoye, on voit que pendant plusieurs jours, le gouvernement a essayé de dire il était de bonne foi, et qu'on voit que 2 jours après, la Haute Autorité pour la Transparence j'ai peur que des réflexes du vieux monde saisit la justice pour les omissions. Il y a un moment où on se dit il n'y a pas grand-chose qui a changé. On essaye quand même de camoufler et que c'est la pression aujourd'hui médiatique qui a fait qu'ils ont lâché. On l'a dit ici. C'est pas de dire que les journalistes jouent un rôle clé dans cette affaire. Politiquement, ça profite à quelqu'un. Ça profite de l'abstention déjà. Et ça profite à Marine Le Pen. Ça profite au désintérêt pour la chose publique. Alexis Poulain. Enfin, moi, je mets ça en parallèle aussi avec le besoin de davantage de démocratie, en fait. On a une république qui est démocratiquement pauvre, avec des contre-pouvoirs faibles, avec une justice qui n'est pas indépendante, qui est même pointée du doigt par la Cour européenne de justice et autres. Donc, on a un vrai problème. Et heureusement, ça avance. Alors, il y a la presse qui a un contre-pouvoir et qui fonctionne, et heureusement. Mais on a besoin d'autres contre-pouvoirs. On a besoin aussi de ces instances de contrôle. Le mandat révocatoire, par exemple. Pourquoi ne pas le mettre sur la table en disant si vous n'êtes pas contente de votre député, c'est pas parce qu'on est élu qu'on a tous les droits. Souvent, on entend dans la bouche des élus « Moi, j'ai été élu ». Voilà, donc taisez-vous, moi je suis élu. Non, c'est pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, vous êtes élu pour représenter les intérêts des électeurs et pas les intérêts de vos intérêts ou autres. Un exemple. Là, c'est vraiment l'ancien monde à ne fond. généralisons pas à l'ensemble des élus, je pense aux élus et les locaux. Français ne le font pas d'ailleurs. Les Français ne le font pas. Les maires restent pas toujours tous en même numéro temps. 1 dans la place des Français. Et heureusement qu'il y a poursuivi. Bien sûr. Mais ça fait du mal. Mais la ceux petite qui sont musique, honnêtes. le côté regardez tous pourris, les plus nombreux. malheureusement ça nombreux, monte. dans la majorité, Voilà. je pense. Oui. Surtout les élus locaux. Et les honnêtes ont du mal à se faire voir. Oui, mais sauf qu'il y a cette espèce de suspicion qui reste. Mais évidemment, qui est là quand on a des pratiques forcément. où on pense que c'est normal d'avoir 14 mandats, 15, de dire oui, moi je sais pas, je fais pas la paperasse. Enfin, il y a un avant et un après Cahuzac. C'est pas pour rien qu'on a la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Je reçois, depuis quelques années, mais particulièrement depuis que M. Macron est élu. Mais ce n'est pas M. Macron que je vise, parce qu'avant, c'était à peu près pareil. Je m'étais demandé tout à l'heure, j'ai failli vous poser la question. Votre champ de curiosité est complètement ouvert. Oui, absolument. C'est pour ça que j'ai quitté d'ailleurs une autre association anticorruption qui était plus... plus militante. Voilà. Parce qu'il y a des gens honnêtes et des gens pas honnêtes partout. Ouais. Et il n'y a pas de... Non, mais par contre, ce qu'on m'a reproché, c'est de dire, vous, Monsieur Touly, vous faites le jeu du Front National. À l'époque, c'était le Front National. Parce qu'on dit, vous laissez entendre que... Tous pourris. Non, pas tous pourris. Mais ceux qui sont pourris, en tout cas ceux qui posent problème, je dis qu'il ne faut pas les laisser tranquilles. Comme on les a laissés tranquilles trop longtemps. Monsieur Boulin, d'ailleurs, on ne connaît toujours pas la vérité, mais il ne s'est pas noyé dans une flaque d'eau. Une précision. Parler de Balkany. Quoi qu'on pense de Balkany, c'est pas lui donner un coup. Il aurait fallu que cette affaire, d'une façon ou d'une autre, soit tranchée par la justice depuis très longtemps. C'est invraisemblable. Et vous avez vu que il y a quelques jours, la justice, dans le cadre de son procès, d'un nouveau procès, a demandé qu'il soit inéligible tout de suite. Oui, c'était prévisible. Oui, Alors, pour les municipales à Grenoble, c'est le grand retour d'Alain Carignon, quand même, qui a été un des premiers à faire de la prison pour des affaires. Et là, je ne suis pas défenseur de M. Carignon. Il a été jugé. Il a perdu sa peine. Il a purgé sa peine. Il n'est pas inéligible. Il peut se présenter. Non, mais c'est ça qui est génial. C'est dire que, voilà, il a payé sa dette. Il s'est servi dans cette affaire-là. Oui, mais après, ce sont les électeurs qui jugeront. Il a le droit de se représenter. Patrick Balkany avait perdu des élections municipales en 2001, puis il avait regagné. Donc voilà, maintenant, vous avez parfaitement raison par M. Balkany. Et je dirais que pour M. Benalla, il faudrait que ça aille aussi un peu plus rapide. Une précision, Frédéric, Jean-Paul Delevoye n'aurait remboursé pour l'instant que 7 000 des 140 000 euros, puisqu'il a demandé à ce qu'on mette le reste sous ses caisses. Vu qu'il est parti, il va les garder du coup.
Bah non, parce que ça va être jugé, puisque la Haute Autorité pour la Transparence a... Mais une caissière, une enquête, une caissière de Carrefour qui négligemment prend un billet de 50 €, on va pas lui dire tu lui rembourses, on va se régler. Oui. Hein. Donc, deux poids, deux mesures. Allez, on se retrouve dans un instant pour continuer à passer en revue l'année 2019 avec vous. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio, on passe en revue les faits marquants de cette année 2019. Évidemment que ce n'est pas exhaustif, évidemment qu'on en oublie, évidemment on ne va pas reparler des grèves parce qu'on en a beaucoup parlé et que c'est assez récent. On essaye de prendre un petit peu de hauteur, si je puis dire, avec Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, Dominique de Montvalon, journaliste politique, Alexis Poulain, journaliste et directeur de la publication du Monde Moderne, et Jean-Luc Touly, président du FRIC, le Front républicain d'intervention contre la corruption. Parlons du Rassemblement national, on en a assez peu parlé. Selon un récent sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et Match, ce serait le seul parti d'opposition face à Macron. C'est comme ça en tout cas que les Français perçoivent les choses quand on leur dit qui est aujourd'hui le parti d'opposition à Macron, c'est le Rassemblement national. Clairement oui, et il y a eu après le mouvement des Gilets jaunes un passage de témoin entre la France insoumise qui au début du quinquennat jusqu'aux Gilets jaunes apparaissait comme le parti incarnant le mieux l'opposition au président Macron. C'est désormais le Rassemblement national qui a gagné, si je puis dire, des élections européennes sur un tour, je ne sais pas si le terme est approprié, qui, au-delà de ces chiffres, je suis frappé dans les enquêtes d'opinion. On avait fait une enquête dans un vote présidentiel avec un second tour, bien sûr, artificiel, non prédictif. Macron-Le Pen, comme Marine Le Pen l'emportait ou faisait jeu égal avec Emmanuel Macron chez les salariés du secteur privé, arrivé en tête, bien sûr, chez les ouvriers, arrivé en tête chez les 50-64 ans, cette catégorie qui est la plus inquiète sur la question du pouvoir d'achat et de la future retraite quand ces catégories sont tendanciellement mises dehors, souvent des entreprises dans lesquelles elles travaillent. On a une année relativement faste pour le Rassemblement national, malgré les affaires qui les touchent également. Et Marine Le Pen, petit à petit, regagne en crédibilité et on sent qu'elle se prépare pour 2022 et qu'elle y va pour la revanche. Oui, c'est ce que veut Emmanuel Macron. Dans l'enquête IFOP pour le JDD, c'était 54-46. C'est-à-dire 10 points de plus pour le rapport de force réel de la présidentielle. Parce qu'elle a fait quoi, 34, à peine 34. Mais c'est l'intérêt d'Emmanuel Macron d'avoir Marine Le Pen face à lui. Bah bien sûr, c'est une adversaire facile qu'on peut faire tomber avec les affaires, qu'on peut faire tomber aussi sur le programme, parce que quand on creuse le programme du Front National, il coûte des milliards d'euros. S'il fallait le mettre en place, ce serait extrêmement complexe. Donc dans un débat de l'entre-deux tours, il est encore sûr de gagner d'une certaine façon. Et puis les Français, même s'il n'y aura pas l'ampleur du Front républicain qu'on a vu par le passé, il y aura toujours cette idée de dire « Ah bah non, attention, c'est quand même le danger ». Mais on voit cette lutte culturelle des idées gramsciennes, de faire avancer comme ça. Oui, les idées de l'extrême droite ont énormément progressé, voire gagné dans plein de secteurs de la société. On voit la façon dont d'anciens socialistes maintenant au ministère de l'Intérieur utilisent la doctrine. Eh bien finalement, la violence d'État, elle est utilisée pour faire peur et ça marche. Le besoin d'autorité, on entend de temps en temps des sondages. Est-ce qu'un général serait pas mal à la tête de l'État ? Bah oui, on a eu De Gaulle après tout, pourquoi pas en remettre un autre. Donc cette petite musique marche bien, mais Marine Le Pen, faut voir qu'elle avance aussi avec beaucoup de masques. Un coup, on reprend du parti communiste, un peu on reprend du gaullisme, un peu on reprend du ultralibéralisme. Tout ça n'est pas très cohérent. Pas cohérent, mais ça peut être une force, Alexis, pour le FN en termes de rassemblement anti-Macron. C'est là où je voulais en venir. C'est que dans l'âge des populismes, finalement, la cohérence, ça compte pas trop. Donc elle a toutes ses chances, effectivement. Donc j'ai une question à poser. Oui. C'est que le vote, c'est souvent les gens votent contre. La dernière fois, c'était contre Marine Le Pen. Là, maintenant, on sent qu'il y aurait peut-être un vote contre Macron, qui n'est pas forcément le vote Marine Le Pen, d'ailleurs. Par définition, on connaît l'adage célèbre de Charles Pasqua, au premier tour d'une élection présidentielle, on choisit, au second tour, on élimine. Oui, il y aura bien sûr des votes d'élimination au second tour, d'ailleurs, des gens, des électeurs issus de la France insoumise qui choisiraient, d'ailleurs, c'est du 50-50 auprès de cet électorat-là qui choisirait Marine Le Pen contre Emmanuel Macron, ou inversement, le bloc des sympathisants des partis de gouvernement qui choisiront plus ou moins, avec plus ou moins d'enthousiasme,
un vote Macron. Mais je le répète, on n'en est pas Oui, là. on n'en est pas Mais là. la Mais en bataille tout pour les cas- municipales va vite être surmontée et on va basculer très vite dans une pré-campagne présidentielle. Oui, Dominique de Montvalon. Moi, je pense qu'on a eu tort d'imaginer que, parce qu'elle a complètement raté notamment son débat de l'entre-deux tours, c'était terminé pour elle. C'était le pari quasi explicite. Elle a bien morflé quand même. Oui, elle a bien morflé. Pardon Et c'était de le dire ça pari. comme Non, mais ça, c'était le pari. Je le mentionne au passage. Le Ouais. pari quasiment explicite et public de Laurent Wauquiez. On sait quel a été son destin à partir d'un pari aussi aventureux. Alors maintenant, elle est en situation et on aurait tort d'imaginer qu'elle ne puisse pas être élue. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que elle est devenue pour l'instant, dans la phase où nous sommes, étant donné les carences générales et les attentes non satisfaites, une sorte de coquille attrape-tout. C'est-à-dire qu'elle tient des discours variables, mais qui ont une caractéristique qui est beaucoup moins d'angle aigu que du temps de Jean-Marie Le Pen. Hein, beaucoup moins. Et ça, Sur la grève notamment, là. Oui, et donc, c'est à la fois, pour elle, quelque chose qui est porteur, ce genre de dynamique, si on peut appeler ça comme ça, ce genre de dynamique, appelons ça comme ça. C'est porteuse, mais en même temps, c'est très faible, hein, parce que elle est d'abord le fruit des impuissances additionnées des autres. Alors, l'exaspération que suscite dans une bonne partie de la population la personne et la pratique de Macron, l'impuissance dans laquelle se trouve l'ex-parti socialiste, il doit exister quelque part, mais j'arrive pas à le repérer. La droite républicaine, c'est plus où elle habite, c'est n'importe quoi. Et on parlait de Mélenchon en termes vrais et cruels à la fois tout à l'heure. Bon, et donc elle est là. C'est quand même fragile, mais elle n'est pas battue. Hein. Non, elle n'est pas battue d'avance. On verra. Non, Il reste encore beaucoup de temps, Jean-Luc Touly. Je voulais, parce que j'ai beaucoup tapé sur un certain nombre d'élus, on m'a fait le reproche autour de la table. Donc, c'est une addition, c'est qu'on relevait au passage. Je veux vous annoncer que je vais me présenter aux élections municipales avec le maire sortant de ma ville, en sachant que dans ma ville, il y a 3 listes de droite, et moi qui viens plutôt de la gauche. Vous voyez, c'est très compliqué. Donc j'ai pris le maire sortant parce qu'il faisait une politique la ville, pour moi. c'est quoi, laquelle? Vissou, à côté d'Orly, marché de Rungis, etc. Donc, parce que c'est facile de critiquer les élus quand soi-même, on n'a pas été au niveau local véritablement en phase. Quand vous serez élu, vous tiendrez des propos plus mesurés, en fonction de l'expérience que vous aurez vécue sur le terrain. Mais j'espère être quand même franc pour pas... Oui, sûrement. Voilà. Bon. Moi, j'avais envie qu'on parle un petit peu de la liberté d'expression. Ce qui m'a, moi, marqué cette année, c'est cette... on en a un petit peu parlé hier, ici même, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même la conférence de Sylviane Agacinski empêchée parce que des pro-GPA n'étaient pas d'accord avec elle, la conférence de Hollande, Mohamed Sifaoui à la Sorbonne, tout ce qu'il y a eu autour d'Éric Zemmour, qu'on soit d'accord ou pas, les Sleeping Giants contre CNews et Valeurs Actuelles. Il y a quand même eu un mouvement cette année assez impressionnant de violence autour d'une parole qui n'était pas acceptée par un groupe. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on est empêché ? C'est la multiplication des communautarismes, en fait, qui fait que ceux-ci rejettent le débat. Par principe, et l'université est un des lieux d'ailleurs le plus gangréné par ce malaise. Hein. Vous avez parlé de la conférence de Hollande, on a déchiré les livres, Agacinski qui n'a pas pu y aller, et c'est extrêmement inquiétant, surtout l'université où on est là dans le cerveau un peu du pays, où on a le droit de tout dire justement. On se rappelle de Vincennes, on se rappelle de... Enfin, c'est là où on réfléchit. Si on empêche la réflexion et le débat dans ces lieux-là, alors ça va être de pire en pire. Mais il reste pour ce qui est de la violence et de la censure dans le reste de la société. Donc ces censures, et ce qui est étonnant, c'est de voir que la plupart des censures qui arrivent aujourd'hui sont des censures de gauche ou d'extrême gauche. C'est-à-dire que le camp des censeurs a changé. Et là, c'est extrêmement inquiétant parce qu'on se dit, mais c'est pas du tout historiquement là qu'est la censure. Donc il y a un truc qui va vraiment pas dans la République française aujourd'hui. Oui, partagé, Dominique ? Je partage tout à fait. J'évoque 1968, même ceux qui n'ont pas vécu savent ça. Il était interdit d'interdire. Voilà. Et je me souviens tout jeune d'avoir assisté, par exemple, pour ne parler que de ça, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, à des débats enflammés. Je ne dis pas que tout le monde se passait la main dans le dos et que c'était... mais enfin, ça dégageait. Il y avait de la discussion et
Et on n'était pas dans cette situation, parce qu'on est sur une pente, celle que vous avez, Alexis, évoquée, une pente où on se demande où nous serons dans 6 mois ou dans 1 an. Ouais. C'est effarant, y compris, j'apprécie, oui, comme le reste, mais que vous ayez dit, non mais que vous ça ayez vient dit plutôt que de la gauche et l'extrême gauche. C'est un fait. Oui. Mais avec ça prouve bien qu'on dit la vérité ici. Voilà. Alors, ce que viennent de dire Alexis Poulain et Dominique de Montvalon sont complètement corroborés par une balise, nos enquêtes hebdomadaires faites pour Fiducial, Sud Radio et CNews. On avait travaillé il y a quelques mois suite à une affaire, je ne sais plus laquelle, tellement il y en a eu, sur la liberté d'expression. Clairement, une immense majorité de Français considéraient qu'elle était menacée, qu'elle était menacée dans les médias, qu'elle était moins menacée sur les réseaux sociaux. Mais c'est là où il y a un nœud d'opinion. Elle est moins menacée sur les réseaux sociaux qui sont, comme disait Ésope de la langue, la meilleure et la pire des choses. C'est-à-dire les réseaux sociaux, espace de liberté où chacun peut s'exprimer, chacun peut être son propre média, et aussi des versoirs, vous en parlez souvent courageusement dans nos émissions, où vous mettez en avant des tweets complètement inconséquents, inadmissibles. Donc on est dans ce nœud-là, et c'est vrai que le communautarisme, l'indigénisme, vous n'avez pas cité une pièce à la Sorbonne qui a été interdite. Non, j'ai pas cité la pièce à la Sorbonne, mais il y a les pièces de Charp qui sont régulièrement empêchées. Et puis c'est vrai que ça vient non pas de la gauche, mais d'une ultra-gauche qui s'est complètement radicalisée, qui donne le perverti ton et qui est maintenant islamo-gauchiste. Oui, donc c'est pas très réjouissant parce que ça ne fait que, on voit que les choses se multiplient. Il y a quand même une prise de conscience, je pense, des Français, mais comment passer de la prise de conscience à l'action et au soutien? On verra, pour le 5e anniversaire de Charlie Hebdo, il est prévu une marche 5 ans après celle du 11 janvier. C'était pour une liberté d'expression. On sait très bien à quel point l'équipe de Charlie l'a payé. La présence quantitative de beaucoup de monde sera peut-être un indicateur. On verra comment ça va évoluer, mais moi, ce qui me frappe et que je trouve effarant, c'est la bonne conscience incroyable des censeurs, des nouveaux censeurs. Ils ne sont pas atteints par la moindre question, par le moindre doute, par la moindre volonté même de dialoguer pour savoir est-ce que c'est justifié notre attitude, est-ce qu'il y a un problème ou pas. Il y a une suintante bonne conscience qui est quelque part effarante et terrifiante. Moi qui viens de la gauche, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, depuis que je passe à Sud Radio, je suis carrément de l'autre côté. Mais c'est absolument aberrant, quoi. On peut même pas faire de l'humour. Dès qu'on fait de l'humour, c'est déjà mal. Tout est interprété, et c'est vraiment là. Moi, je suis attaqué. Enfin, j'ai annoncé sur votre antenne, mais je l'avais annoncé un peu chez moi. Et déjà, on a vu que chez moi, il y avait, j'avais une piscine, j'avais un SUV, etc. Donc, je suis plus de gauche, je suis forcément de droite. Enfin, des trucs, mais complètement aberrants, quoi. Et donc, tout ça est quand même assez navrant. Et c'est vrai que des Coluche, des proches, on en aurait bien besoin aujourd'hui. Mais je crois que ça serait difficile. Ce serait difficile. Des proches aujourd'hui, ce serait génial. Oui, mais il aurait du boulot. Il faisait pas l'unanimité à l'époque, mais aujourd'hui, ce sera encore plus dur. Allez, on va peut-être essayer d'avoir un réveillon apaisé, d'être tranquille en famille ce soir. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite à tous les Sortez les langoustines. 4. Sortez les langoustines, c'est moins cher que le homard. Non, c'est plus cher. C'est plus cher que le homard. Voilà, absolument. La dinde, absolument. La tradition, ou peut-être que vous ne fêterez pas. En tout cas, on vous souhaite de passer une bonne soirée, un très bon Noël à tous. Merci à tous. Et merci à Sud Radio et à Valérie. Et merci à vous surtout. Merci de votre univers. Merci de votre. Nous saluons Valérie tout spécialement. Les auditeurs sûrement encore plus que nous. Et nous, on salue les auditeurs qui sont là, fidèles au rendez-vous tous les jours, mais fidèles auditeurs. Et puis une petite pensée aussi à Didier Maisto, qui a été aussi attaqué. Oui, lui, il a été victime de Twitter cette année. On aura l'occasion d'en reparler, je pense. Merci à vous et on se retrouve demain. On sera là demain.